Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Savoir-faire digital. Dans la vidéo précédente, nous avons abordé le concept d'héritage dans la programmation orientée objet avec le langage Python. Dans cette vidéo, nous proposons une solution à l'exercice d'application de la vidéo précédente. Donc voilà, comme nous l'avons déjà dit, nous avons parlé déjà de la notion de inheritance ou bien d'héritage en programmation orientée objet avec Python. Maintenant, nous allons passer à la correction de l'exercice d'application qui a été proposé la fois passée. Donc, c'était en fait deux notions plus ou moins reliées, donc la notion de point et puis la notion de cercle. Très bien. Donc, on va commencer. Donc, on va commencer avec la première classe, donc c'est-à-dire la classe mère dans notre cas de figure. C'était la classe point. Il fallait commencer avec une classe de base qui s'appelle point. Donc, pour les besoins de cette classe-là, nous allons faire en fait des imports. Ici, nous allons importer en fait la bibliothèque math et vous allez voir pourquoi. C'est pour faciliter notre implémentation au lieu de définir tout à la base, comme les notions de distance. Nous allons juste utiliser des méthodes qui existent dans cette bibliothèque-là pour aller plus vite et faciliter en fait notre travail. Donc voilà, on commence par la classe point. Donc ça c'est facile, ça c'est le nom de la classe. Après cela, il faut bien sûr avoir le constructeur de la classe et nous avions déjà dit que pour un point, nous devons avoir x et y qui sont les coordonnées et qui sont aussi les attributs de la classe. Ici, nous nous intéressons à un point dans l'espace à dimension 2. Bon, évidemment, quelqu'un qui est plus ambitieux peut définir un point dans Rn, c'est-à-dire qu'en fait, avec n dimensions. Donc, par exemple, si vous voulez définir un point dans l'espace, vous pouvez aussi le faire. Il va falloir définir x, y et z. Ça, c'est possible, n'est-ce pas? Mais pour simplifier, en fait, notre cas, on va s'intéresser uniquement à R2, donc x et y. Parfait. Et nous avions déjà dit que le constructeur doit initialiser les paramètres x et y par défaut avec les valeurs 0. OK? Et puis, quoi d'autre? Je pense que c'est cela. Bon, ça, nous n'avons pas besoin de ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça là-bas. Donc, je vais l'enlever. Voilà. Et donc, on va commencer par le constructeur. Donc, le constructeur, c'est toujours init pour initialiser. Donc, nous avions dit qu'il faut toujours commencer par, en fait, self. Ça, c'est la convention. Et puis, bon, bien sûr, les valeurs par défaut, c'est 0 et 0. Donc, x et y prennent 0 et 0. Et, bon, cette méthode-là nous permet, cette méthode, je veux dire init, nous permet de créer un point avec les coordonnées x et y. Parfait. Ça, c'est juste pour le docstring. D'ailleurs, pour les autres, je n'ai même pas mis cela parce que, bon, je pense que nous avons déjà fait une vidéo sur la notion de docstring. Donc, vous pouvez rendre, en fait, votre implémentation beaucoup plus complète en ajoutant, en fait, le docstring. Bon, ça, vous savez déjà comment faire cela. Parfait. Donc, l'initialisation, c'est très simple. Il suffit de faire self.x equal to x, self.y equal to y. Parfait. Donc, là, il faut comprendre que self.dot, c'est l'attribut, et puis x, c'est juste l'argument. Idem pour y. Parfait. Je pense que c'est clair. Voilà. Dans des cas beaucoup plus sophistiqués, des fois, on aura besoin d'un getter et puis d'un setter. Par exemple, getX, gety, setX, sety, qu'on appelle en général helper method. Mais pour ce cas-là aussi, comme j'ai dit, c'est un cas très simple. Nous n'avons pas besoin de cela. On va faire cela d'une autre façon, vous allez voir, qui n'est pas recommandé, mais c'est juste pour aller vite. Maintenant, quelqu'un qui est plus ambitieux encore peut toujours, comme j'ai dit, aller plus loin. Mais je pense que quelqu'un qui comprend les fondamentaux peut perfectionner en fait son code. Super. Donc, c'est pourquoi j'ai mis ceci en commentaire, parce que nous n'avons pas besoin de getter et de setter. Donc, cette étape-là, nous n'allons pas faire cela. Maintenant, je pense que ce qui est important ici, c'était la notion de distance entre deux points. Très bien. Je pense que ça, maintenant, ça vous permet d'appliquer votre
logique et puis de tester tout ce que vous avez appris auparavant. Parfait. Donc, la distance, comme nous l'avions déjà dit, c'est une distance entre deux points, un point A et un point B. Donc, dans notre cas de figure, ce sera entre self, donc le point considéré, et puis other point, ça veut dire en fait un autre point, si vous voulez. Parfait. Et la distance entre deux points A et B, c'est très simple, n'est-ce pas? Si vous avez en fait un point A et un point B, le point A ayant pour coordonnées x1, y1 et le point B ayant pour coordonnées x2, y2, donc pour trouver en fait la distance entre A et B, il suffit tout simplement de trouver ce qu'on appelle la norme euclidienne, n'est-ce pas? Bon, c'est x2 moins x1 de tout au carré plus y2 moins y1 de tout au carré. Après, vous prenez la racine carrée. Donc, c'est ça qu'on appelle une norme euclidienne. Et bon, comme je l'ai dit, il ne sert à rien d'aller réécrire encore tous ces détails-là. Vous utilisez la fonction ou bien la méthode hypote, sous-entendez hypoténuse ou bien hypoténuse, hein, donc qui donne aussi la norme, hein, si vous voulez. Donc, maintenant, il faut juste faire attention. Il faut prendre en fait other point.x, c'est-à-dire qu'en fait le x de l'autre point, moins self.x, c'est-à-dire qu'en fait le point est considéré, on prend et on fait la soustraction entre les deux valeurs x et on fait la soustraction entre les deux valeurs y. Je vais simplifier cela. Donc, on a un point A, un point B, très bien. Donc, pour trouver la distance, comme je l'ai dit tantôt, vous faites la différence entre les x et vous faites la différence entre les y. Et maintenant, c'est comme si on avait maintenant un vecteur AB, très bien, voilà, et on calcule la norme de AB, hein, n'est-ce pas? Et cette distance-là, c'est la norme AB, et voilà comment vous pouvez le faire. Donc, la norme, vous pouvez trouver ça facilement. Si vous comprenez les concepts, le reste est facile, hein? Donc, pour trouver le vecteur AB, il suffit de faire x2 moins x1 et puis y2 moins y1. Donc, maintenant, on aura un vecteur qui a en coordonnées x égale à x2 moins x1 et y égale à y2 moins y1. Et après, le reste est facile. Il suffit de trouver la norme de ce vecteur-là. Je n'entre pas dans les détails. J'appelle en fait la méthode qu'il faut et la méthode va me retourner la valeur que je veux. Et après, moi, je ne fais que retourner la valeur trouvée par la distance euclidienne et j'ai fini. Vous voyez, avec une ligne, j'ai fini mon code. Très bien, et après on passe à la méthode string qu'on a surchargée ici ou bien qu'on a redéfinie. Donc là, je vais vous montrer en fait deux façons de faire. Une façon, bon, je pense que je vais vous montrer ça d'abord. Donc dans un premier temps, je vais mettre ceci en commentaire. Voilà une première façon de faire qui est très simple. Donc d'après le cahier de charge, nous voulions que si on appelle la fonction print sur un objet de type point, on doit afficher point et puis parenthèse ici, la valeur de x, la valeur de y, et on ferme. Bon, bien sûr, il y a une virgule entre les deux. Voilà une façon de faire, mais cela sous-entend que vous connaissez le nom de la classe, et bon, ici, on le connaît, évidemment, le nom de la classe est point. Ça marche, ok? Et il y a aussi une autre façon de faire, qui est beaucoup plus complexe, mais ça marche aussi. Et il y a même des cas où vous aurez besoin de cela, hein, si vous voulez en fait faire cela de façon dynamique. Donc ici, qu'est-ce que vous faites? Il faut toujours retourner. Voilà, ici, on utilise encore un f-string pour retourner ce que nous voulons. Bon, j'avais le x, vous le connaissez, le y, vous le connaissez, il n'y a rien à dire. Maintenant, ici, au lieu de passer point, je sais que, en fait, point, ce n'est rien d'autre que le nom de la classe. Et pour trouver le nom de la classe, c'est très simple. Je fais self.class.name. Ça vous donne, en fait, le nom. Voilà, bon, je vous ai montré ça tout simplement pour vous montrer que vous pouvez faire cela aussi. Mais bon, dans notre cas de figure-là, cette façon de faire-là devrait suffire en réalité. Mais je fais cette deuxième méthode-là juste pour vous montrer aussi cette façon de faire-là. Parfait. Et après, nous devons passer aussi à quoi? À la surcharge de l'opérateur égal. Vous savez qu'en général, il y a un opérateur logique avec le signe égal. C'est-à-dire qu'en fait, quand je mets deux égales en Python, c'est pour tester des choses. En réalité, si vous avez une classe, vous pouvez aussi tester si deux objets de type cette classe-là, si ces deux objets-là sont les mêmes ou pas, selon votre propre définition de l'égalité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et pour faire cela, il faut redéfinir cette méthode-là qui s'appelle equal. Et ici, bon, puisque c'est une méthode, il faut toujours commencer par self. Maintenant, égal à quoi? Bien sûr, on compare une orange à une orange, une pomme à une pomme. Donc, on compare self, donc ce point-là, avec un autre point, other point. Donc, et évidemment,
vous pouvez dire qu'en fait, deux points sont les mêmes ou bien sont identiques si x1 égale x2 et y2 égale y1. Mais là, il y a beaucoup de if. Mais si vous comprenez comment la logique marche, il ne sert à rien de faire tout cela. Vous pouvez tout juste retourner x égale à le x de l'autre point et y doit être égal à y de l'autre point. Et maintenant, bien sûr, ça c'est un test logique et ça c'est un test logique. Et vous faites la conjonction des deux tests logiques avec un AND et vous retournez la valeur ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, imaginons un cas très simple. Supposons qu'en fait x1 n'est pas égal à x2. Donc ce test-là sera égal à faux. Mais le faux est, quelle que soit la valeur des y, maintenant, ça ne compte pas. Parce que si vous avez faux dans une conjonction et, tout est faux. Donc évidemment, vous allez retourner faux. Mais supposons maintenant que x1 égale à x2. Donc ceci va être vrai. Donc, pour que les deux points soient identiques, il faut aussi que les deux y, y1, y2 soient les mêmes. Maintenant, si x1 égale x2 et que y1 égale y2, donc vous voyez, vous allez trouver ici vrai et vrai qui va retourner vrai. Et ça marche. Donc, vous n'avez pas besoin de faire if, else. Tout cela, c'est compliqué. Des fois, il faut, c'est pourquoi je vous dis, si vous comprenez les fondamentaux, même votre code sera non seulement beaucoup plus concis, mais beaucoup plus élégant, parce que ce ne sera pas un code verbose. Avec peu de lignes, vous arrivez à atteindre votre objectif. Très bien. Sans vous casser la tête et sans entrer dans les calculs d'épicier. Voilà, maintenant nous allons passer à la définition de la classe cercle. Donc, c'est une classe qui se base sur la classe point. Donc, d'où le phénomène d'héritage. Donc, pour son constructeur, évidemment, il va falloir passer x et y. Et il faut ajouter un paramètre supplémentaire pour le rayon. Et par défaut, nous initialisons le rayon avec 1, de telle sorte qu'en fait, pour un cercle par défaut, ce sera le cercle centré en 0, 0 et qui a pour rayon 1. Donc ici, bien sûr, on va initialiser en fait les coordonnées du centre. Ça, c'est facile. On va utiliser en fait le constructeur de la classe mère. Donc, c'est pas la peine d'écrire les détails. On dit à cercle, vous avez votre classe de base qui est point. Utilise le constructeur de point pour initialiser en fait ton centre. Logique. Et puis, puisque le point ne connaît pas la notion de rayon, on dit maintenant au cercle, maintenant, tu fais ce travail-là. C'est-à-dire, point va initialiser les coordonnées du centre et le cercle lui-même va initialiser en fait son rayon. Après cela, on va définir en fait la surface ou bien l'aire du cercle. Facile. C'est pi r carré. Donc, on va utiliser ici la bibliothèque math pour dire qu'en fait, il y a une constante qui s'appelle pi. Il faut l'utiliser. Et puis, pour le reste, on lui dit, prends ton rayon et vous le levez au carré et vous multipliez ça par pi pour retourner la valeur qui est la valeur en fait de l'aire. Pour le périmètre, kiff. Donc ici, on lui dit, il faut prendre pi, tu le multiplies par 2 pour avoir le diamètre et puis tu multiplies par ton rayon pour avoir le périmètre. Facile. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on va calculer en fait, ou bien on va savoir la location d'un point par rapport au cercle. On va savoir si le point donné est sur, en dehors ou bien à l'intérieur du cercle. Mais pour cela aussi, c'est facile. Donc, nous savions que déjà qu'il y a une méthode qui s'appelle distance, que nous avions déjà implémentée lorsque nous avons défini la classe point. Donc, on va utiliser cela encore, d'où la notion d'héritage. On va calculer d'abord la distance. On dit, voilà, on vous a passé un point, prends ce point-là pour calculer sa distance par rapport au centre du cercle. Vous voyez? Maintenant, attention, le centre du cercle, ce n'est rien d'autre qu'en fait le point de coordonnées x, y. Mais quel x et quel y? C'est le centre du cercle, donc le x du cercle et le y du cercle. Je sais pas si vous comprenez. C'est pourquoi on a mis ici self. Voilà. Donc, et ce travail-là, c'est là automatiquement fait. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher comment cette distance-là a été définie. Cette distance-là existe dans la classe point. Si cette distance-là est bien implémentée, cette distance-là va nous donner en fait ce que nous cherchons. Et donc, vous voyez ici l'intérêt est réutiliser ce qu'on a déjà construit. On a des briques, on les utilise pour construire des murs. Voilà. Donc, une fois que nous avons la distance D qui est là, maintenant, il faut comparer la distance D avec le rayon du cercle. Et donc, voilà, si la distance D est égale au rayon du cercle,
C'est-à-dire qu'en fait, le point est sur le cercle, c'est évident. Donc, on the circle. Ou bien, si c'est pas le cas, il faut tester si la distance est supérieure au rayon. Si la distance entre le point et le centre est supérieure au rayon, forcément, c'est en dehors du cercle. Et là, on va dire outside of the circle. Donc, alternativement, il ne reste qu'en fait un seul cas. Si c'est pas sûr, c'est pas à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur. Oui, c'est ça. Donc, c'est forcément à l'intérieur. Donc là, on va dire inside the circle. Et après, on va passer maintenant à la dernière étape. C'est-à-dire qu'en fait, surcharger la méthode string pour faciliter l'affichage. Et pour cela, c'est facile. Il suffit juste de dire que c'est le centre, mais le centre, vous mettez une parenthèse, bon, c'est le centre du cercle, vous mettez x et y, donc self x, self y, et puis vous mettez ici une tabulation. Vous comprenez pourquoi je fais ça, c'est juste en fait pour aligner tout, en fait, mon affichage. Donc là, je mets le rayon, et puis, bon, voilà la valeur du rayon. Et puis, je mets en fait l'air, la valeur de l'air. Ici, vous voyez qu'en fait, il y a un formatage qui est fait. On se dit qu'il faut s'arrêter à 2 chiffres après la virgule, d'où le point 2F. Et la même chose pour le périmètre, on fait un formatage. Peut-être, bon là, j'ai ajouté un backslash pour dire à Google Colab que en fait mon code continue. Parce que voilà, je ne veux pas écrire en fait une très longue ligne de code. Donc là, je mets un backslash pour continuer en fait sur l'autre ligne pour une question de lisibilité. Donc voilà pour en fait l'implémentation. On va maintenant exécuter ceci pour tester est-ce que en fait le code marche. Normalement tout marche, donc il y a aucune erreur et après on va passer en fait à la troisième phase qui consiste à tester ce que nous avons déjà fait. Voilà, maintenant nous allons passer à la dernière étape pour tester en fait notre implémentation. Donc on va commencer par les 2 premiers tests. Donc ici on va tester par exemple notre constructeur point et puis on va aussi tester l'affichage parce que n'oubliez pas, nous avions surchargé la méthode string pour pouvoir avoir un affichage particulier. Donc c'est ça qu'on va tester maintenant. Donc voilà, vous voyez qu'en fait ça marche. Donc vous voyez qu'en fait nous n'avions pas passé ici de paramètres, donc on n'avait pas d'argument. Donc ici vous voyez qu'en fait donc par défaut on doit avoir un point de coordonnées 0, 0 et on a bien ici en fait le nom de la classe devant les coordonnées. Donc notre méthode init fait le travail et notre méthode string aussi fait le travail demandé. Maintenant, nous allons passer au test 3 et 4. Donc, n'oubliez pas, pour le test 3, c'était quoi? Il fallait faire un point ici avec des valeurs de x et y qui sont aléatoires. Mais ces valeurs-là doivent être dans l'intervalle 1, 10. Et en plus, c'est des entiers, n'est-ce pas? Donc, 1 et 10 compris. Donc, nous avions dit que pour cela, il faudra utiliser random int, hein, qui vient avec la bibliothèque random que nous avons importée ici. Donc, il faut faire un peu attention à random int parce que en fait, pour rand int, hein, si je veux avoir en fait l'ensemble 1, 2, 3 jusqu'à 10, je fais 1 et 10. C'est un peu différent de range qui ajoute en fait un entier supplémentaire. Pour rand int, en fait, la valeur 10 ici est une valeur possible. Donc la valeur 10 est incluse. Parfait. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on affiche en fait le point que nous avons ici pour voir si tout va bien. Et bon, maintenant, je pense qu'il serait bien d'exécuter en fait cette cellule-là plusieurs fois pour voir est-ce que les valeurs vont changer ou pas. Est-ce que les valeurs sont vraiment aléatoires ou pas, hein? N'est-ce pas? Donc, on va tester cela. Donc, on va exécuter une première fois. Donc, vous voyez qu'en fait, pour la première exécution, nous avons quoi? Nous avons en fait 9 et 5. Maintenant, on va exécuter une deuxième fois pour voir c'est quoi le résultat. Donc, je vais exécuter encore ici. Et vous voyez qu'en fait, la deuxième exécution est différente de la première. C'est 3 et 3. Donc, on va même encore exécuter encore 9 et 8. Vous voyez qu'en fait, c'est aléatoire. Donc définitivement, cela prouve qu'en fait, que l'implémentation est correcte.
Maintenant, on va passer au test numéro 5. Pour le test numéro 5, c'était quoi? C'était en fait avoir une liste de rayons qui sont triés dans l'ordre croissant. OK? Maintenant, tous ces rayons-là doivent être dans l'intervalle 1, 10. 1 et 10 inclus. Donc là aussi, bon, nous avions déjà parlé de cela. Vous pouvez utiliser la méthode sort ou bien sorted. C'est comme vous voulez. Mais il faudra comprendre qu'en fait, ces deux méthodes-là font le même travail, mais de façon différente. Il faudra savoir cela. Hein? Donc là, je vais ajouter des parenthèses pour vous montrer que c'est une méthode. Donc, sort fait le travail, en fait, sur la liste, mais ne retourne rien. Alors que sorted fait une copie et puis fait le travail et retourne, en fait, la liste qui est, comment je vais dire cela, qui est triée, voilà, exactement. Donc, bon, vous pouvez utiliser, en fait, sort ou bien sorted. Il suffit juste de comprendre comment vous les utilisez. Très bien. Maintenant, ce qu'on veut, c'est quoi? On veut des valeurs qui sont entre 1 et 10. Et pour cela, mais c'est des valeurs qui sont aléatoires. Donc là, on va utiliser random sample. N'est-ce pas? On lui dit que, mais on veut combien de valeurs? On en veut uniquement 5. Hein? Donc, on dit quoi? On dit, donnez-moi 5 valeurs dans le range 1, 10. N'est-ce pas? Bon, je pense qu'ici, normalement, je devais aller jusqu'à 11. N'est-ce pas? Oui, c'est exactement ça. Là, je devais aller jusqu'à 11 parce que c'est le range que j'utilise. Donc, si j'utilise un range, il faut aller jusqu'à 11. Très bien, c'est exactement ça. Donc, range 1, 11. Très bien. Et puis, je veux 5 valeurs. Et puis, on fait un random sample. Une fois que nous avons, en fait, les valeurs, maintenant, forcément, le random sample n'est pas forcément ordonné. Et maintenant, on les trie dans l'ordre croissant en utilisant, en fait, sorted. Bien sûr, ici, il n'y a pas de qui parce que c'est l'ordre naturel. Le plus petit nombre doit venir et le plus grand après. Et une fois que nous avons ça, maintenant, on va afficher pour voir est-ce que vraiment on a ce que nous voulons. Donc, on va exécuter ceci. Et vous voyez très bien. Ah, voilà, ça c'est bien d'ailleurs parce qu'on a même une valeur qui est là, qui est 10, qui montre qu'en fait, voilà, donc que mon range est bon. Donc, c'est 1, 3, 7, 8, 10. Donc, vous voyez qu'en fait, normalement, on doit avoir 5. 1, 2, 3, 4, 5 exactement. Et ces nombres sont arrangés du plus petit au plus grand. Donc, ce test-là aussi marche. Test numéro 6. Donc, ça, c'était un peu plus compliqué. Mais bon, une fois qu'on comprend les principes, ça va être facile. Il fallait, en fait, dans un premier temps, avoir une liste de points de cette façon-là. X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, jusqu'à X5, Y5. Maintenant, toutes les valeurs des XI, YI doivent être dans l'intervalle, ou bien, si vous voulez, dans l'ensemble discret, moins 10 jusqu'à plus 10. Moins 10 et plus 10 sont inclus. Ça, c'était la première condition. La deuxième condition, c'était qu'en fait, ces éléments-là, les couples devraient être en fait aussi triés dans l'ordre croissant. Mais maintenant, ici, il faut faire attention, puisque c'est un couple, il faut définir c'est quoi la notion d'ordre. La notion d'ordre, c'est en fait juste en fait la norme. Si je prends par exemple x1, y1 comme un vecteur, je calcule sa norme. Et si sa norme, c'est la plus petite norme, donc ce point-là doit être en fait le premier point. Voilà, etc., etc. Voilà, ça c'était une condition. Il y a une autre condition. Il fallait aussi que, en fait, que si je prends par exemple un point x1, y1, il ne doit pas être identique à aucun autre point. De la même façon quand je prends x2, y2, et ainsi de suite. Voilà. Donc les points sont uniques et ils sont ordonnés suivant leurs normes. OK? Et aussi ils sont aléatoires. Et aussi les x, y doivent être dans l'ensemble moins 10 jusqu'à 10. Moins 10, moins 9, etc. jusqu'à plus 10. N'est-ce pas? Donc ça, il faut faire attention. Pour cela, nous avons utilisé ici une fonction qu'on appelle getUniqueTuples first. Donc dans un premier temps, on va définir une fonction qui va nous donner du tuple. Du tuple, c'est-à-dire qu'en fait, x, y, parce que c'est de ça que nous avons besoin. On va définir en fait un nombre, ici num. Il va en falloir 5. Donc, le min égale à moins 10, c'est juste en fait pour dire qu'en fait, par défaut, la valeur min des xi, yi, c'est moins 10 et la valeur max des xi, yi, c'est 10. OK? Parfait.
Maintenant, ici, on définit en fait un ensemble, ou bien un set. Et là, bon, la variable, c'est tuple set. Maintenant, vous pouvez me demander pourquoi on va définir ici un set. Rappelez-vous, si nous avons un set, on ne peut pas avoir en fait une répétition dans un ensemble. On ne peut pas avoir, par exemple, deux valeurs identiques, c'est impossible. Donc, et puisque nous voulons qu'en fait nos valeurs soient complètement identiques, on va utiliser en fait un ensemble ou bien un set pour atteindre notre objectif. Ça, c'est là. Et maintenant, aussi, il va falloir avoir seulement 5 éléments, pas plus, dans notre ensemble. Et c'est pourquoi ici, je me casse pas la tête, je laisse Python faire le travail pour moi. Là, j'ai en fait une boucle, while l'ensemble a une longueur qui est plus petite que 5, il faut répéter ce travail-là. Ok? C'est quoi ce travail-là? Il faut bien regarder. On va générer en fait une variable aléatoire entre moins 10 et 10, entre le min et le max. Par défaut, c'est moins 10 et 10. Ça, voilà. Et puis, on le fait deux fois. Une première fois pour la valeur de x, une deuxième fois pour la valeur de y. Et une fois que le tuple est généré, on va l'ajouter, en fait, maintenant, à notre set. C'est pourquoi on fait ts.add. Qu'est-ce qui va se passer ici? Là, c'est pas à moi de voir est-ce que l'élément était déjà dans l'ensemble ou pas. Si l'élément était dans l'ensemble, il ne sera pas ajouté. Par contre, si l'élément n'était pas déjà dans l'ensemble, Python va l'ajouter. Donc, moi, je me focalise sur la globalité, disons, et je laisse Python faire les détails pour moi. Donc, si l'élément est là-bas, Python ne va pas l'ajouter, parce que c'est un ensemble, c'est un set. Par contre, si l'élément n'est pas là-bas, Python va l'ajouter. Après, je vais tester, est-ce que j'ai le nombre d'éléments qu'il me faut? Est-ce que j'ai déjà 5? Si j'ai pas 5, Python va répéter le processus. Jusqu'à ce que, en fait, j'ai mes 5 éléments. Maintenant, si j'ai mes 5 éléments, Python va me dire, OK, j'ai 5 éléments, 5, en fait, couples, x, y, qui sont tous différents, OK, et voilà, je vous retourne ces éléments-là. Donc, return list TS. Mais attention, TS n'était pas une liste. C'était juste, en fait, un set, ou bien un ensemble. Mais nous voulons une liste. Mais c'est simple. J'appelle le constructeur de liste pour dire, OK, prends le set, il faut le transformer maintenant en liste. Et retourne la valeur. Vous voyez? Maintenant, attention, pour l'instant, nous avons tout simplement, en fait, des couples x, y. Mais ces couples-là sont uniques, très bien. Ces couples-là sont aussi dans le range qu'il faut, moins 10 jusqu'à 10. Mais pour l'instant, ces couples-là ne sont pas ordonnés suivant la norme. Et c'est là maintenant que je vais utiliser en fait la méthode sorted pour les ordonner et pour avoir mes centres. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais faire centers, sorted, et là, je fais quoi? Je fais get unique tuples. Donc, n'oubliez pas, et vous voyez ici que je ne passe pas de paramètres ou bien d'arguments à la fonction parce que j'avais déjà défini les valeurs par défaut. Donc, je ne me casse pas la tête. Les valeurs par défaut étaient déjà établies depuis la définition. Donc, je peux juste, en fait, appeler ma fonction, ou bien oui, c'est une fonction, effectivement, sans passer d'argument. Maintenant, attention, une fois que j'ai la liste doit être triée ou bien arrangée dans l'ordre croissant suivant la norme. Mais ça aussi, c'est facile. Il suffit juste de passer maintenant la fonction qui nous permet, et là, vous voyez, c'est une fonction lambda, qui nous permet, en fait, de définir c'est quoi l'ordre dans cet ensemble-là, ou bien dans cette liste-là. Ici, on va utiliser la fonction math.hypotenuse pour définir, en fait, c'est quoi l'ordre. Maintenant, attention, pour chaque élément, ou bien pour chaque couple x, y, donc, ici, on a un t pour définir c'est quoi le couple x, y. Maintenant, il faut pas oublier, chaque t a deux variables. Ou bien, si vous voulez, a deux coordonnées x et y. La fonction ou bien la méthode hypoténuse
n'a pas besoin du couple, mais des éléments du couple. Donc, il faut extraire ces éléments-là. Et ça, nous l'avons déjà vu quand on faisait la notion d'argument optionnel et tout cela. Donc, si vous mettez étoile, arg, ça vous permet d'extraire en fait les éléments d'un tuple. Donc là, je mets étoile T. J'ai dit à Python que T est un tuple. Donc, il faut extraire ces éléments, X et Y, et puis il faut les passer à la fonction hypoténuse. Et puis maintenant, ici, j'ai les centres. Une fois que j'ai les centres, qu'est-ce que je fais? Je vais faire ici un print pour voir est-ce que, bon, pour tester, est-ce que j'ai vraiment 5 éléments. Et maintenant, on va exécuter ceci pour voir. Voilà. Et puis vous voyez très bien que c'est ce que nous avons. Donc, vous voyez ici, j'ai quoi? J'ai 4, 2, moins 6, 0, 1, moins 9, moins 5, 8, moins 9, moins 5. Maintenant, bon, essayons de voir est-ce que nous avons ce que nous voulons. D'abord, est-ce que nous avons 5 éléments ou bien 5 couples? 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Est-ce que tous les éléments X, Y, Y sont dans l'intervalle moins 10, 10? Je pense que ça, on le voit, c'est clair. Maintenant, est-ce qu'il y a 2 éléments qui sont les mêmes? Je ne pense pas. Parce qu'ici, nous avons 4, là, nous avons moins 6. Bon, je pense que tous les éléments sont différents, évidemment. Donc, ça, c'est 9 et il n'y a pas d'autres 9. Ça, c'est 5. Voilà, parfait. Tous les couples sont différents. Maintenant, attention. Maintenant, est-ce qu'ils sont ordonnés suivant la norme? Là, j'ai 4 et 2. Bon. Donc, cette norme-là, bon, de toutes les façons, celui-là est facile. Celui-là a pour y égale à 0, donc forcément, sa norme doit être égale à combien? 6, c'est évident. Maintenant, est-ce que le premier qui est là, sa norme est plus petite que 6? On va tester cela. Donc là, je vais ajouter une cellule. Donc la norme de celui-là, c'est facile. On peut tout simplement faire math.hypotenuse et puis on va passer les valeurs, c'est quoi? C'est 4 et 2. OK? Et puis on va exécuter cela pour voir c'est quoi sa norme. Bon, bien sûr, c'est évident. La norme, c'est 4.47. C'est plus petit que 6, c'est évident. Maintenant, la norme de ce point-là, évidemment, c'est plus petit que le point de coordonnées 1 et 9. Parce que là, on voit que si c'est un 6, là, on voit que c'est un 9, là, c'est un 0, là, c'est 1. C'est évident. Entre 1 et 9, est-ce que c'est plus petit que quoi? 5 et 8? Je pense que oui. Parce que, OK, on va le faire rapidement. Quand j'ai ici 1 et quand j'ai ici moins 9, c'est quoi la norme de ceci? C'est 9 déjà. Pour celui-là, c'est quoi la norme? Quand je mets ici moins 5 et quand je mets ici plus 8, c'est 9 et quelques. C'est 9.43. L'autre, c'était combien? On va le refaire. Oui, c'est 9.05 contre 9.43, c'est évident. Et puis pour comparer celui-là à celui-là, je pense qu'aussi c'est évident. Parce que là, on a moins 5. Ici, on a moins 5 déjà. Donc, on peut comparer le 8 et le moins 9. Donc, mais il faut comprendre quand on fait la norme, ça devient positif. Donc, je pense que celui-là est beaucoup plus grand. C'est évident. Donc, vous voyez qu'en fait, tous ces couples-là sont dans l'ordre qu'il faut. Donc, après, on va passer maintenant au test numéro 7. Voilà. Il faut avoir des cercles C1, C2, C3, C4 jusqu'à C5. Avec, on va utiliser en fait ces couples-là comme quoi? Comme les centres et puis les rayons que nous avions déjà ici comme les rayons. Donc on doit avoir le premier cercle qui a un rayon 1, le deuxième rayon 3, etc. Et puis voilà, nous avons les centres et les rayons. Donc maintenant on peut créer notre cercle, n'est-ce pas? Et donc c'est très simple. Je fais circles pour dire que c'est une liste et puis égal. Là, on fait list comprehension, on l'a déjà vu. Donc, vous voyez que nous sommes en train maintenant d'utiliser tout ce que nous avions appris auparavant pour être beaucoup plus compétents, n'est-ce pas? Et là aussi, j'utilise ce qu'on appelle zip. On l'a aussi déjà vu dans les vidéos antérieures. Donc, quand je fais zip entre les centres et puis les rayons. OK? Maintenant, C qui est là, n'oubliez pas, c'est un couple. Donc, il faut ajouter une étoile ici pour extraire en fait des éléments, pour avoir X et Y. Qu'on passe maintenant à cercle. Nous avions vu
cette notion-là que quand on a vu les arguments avec les fonctions. Vous pouvez aller voir les vidéos antérieures pour voir comment nous avons fait ça. Mais c'est très simple. Nous savons que c'est un couple ou bien c'est un tuple, n'est-ce pas? Vous le voyez déjà ici. Donc, pour extraire les éléments x, y, il suffit d'ajouter ici étoile devant le C. Pour maintenant, ici, cercle saura que maintenant, il y a deux valeurs qui viendront de C. Si je mets étoile devant, donc j'aurai x, y, et il faut aussi passer le rayon. Mais le rayon, c'est rien d'autre qu'en fait l'élément qui vient de l'ensemble des rayons. Donc, ici, on a fait beaucoup de choses. Hein. On a défini une liste avec list comprehension, n'est-ce pas? On a utilisé en fait la fonction zip pour faire une notion de correspondance. Donc, on a deux listes, mais quand on fait un zip, on est en train de dire à Python que les deux premiers éléments en fait des deux listes doivent correspondre, les deux éléments secondaires doivent correspondre, etc., etc. Voilà. Donc, on garde l'ordre ici. Exécutons ceci pour voir. Donc voilà, ici on a défini nos cercles, donc c'est très bien. Vous voyez qu'il n'y a aucune erreur, donc pour l'instant ça marche. Maintenant, on va les utiliser après. Maintenant, une fois que nous avons les cercles, maintenant on va les afficher. Là aussi, nous avions un affichage particulier. Il fallait d'abord donner l'index, après mettre 2 points, après on affiche le cercle. Là aussi, on va faire en fait une boucle for, mais on va aussi utiliser une notion que nous avions déjà apprise quand on a vu les notions de structure de contrôle, plus spécifiquement en fait la fonction enumerate dans une boucle, parce que n'oubliez pas, ici quand on fait enumerate aussi, on aura deux valeurs, l'index et l'élément du cercle, ou bien de la liste ici. Et ici, vous voyez qu'en fait pour afficher, on va ajouter un 1, parce que Python, pour les indices, commence par 0, alors que nous, êtres humains, nous voulons commencer à compter à partir de 1. Donc, il faut juste décaler l'index et ajouter 1. Et puis, on met 2 points. Et puis, on affiche le cercle. Maintenant, ici, on n'a pas besoin de faire les détails parce qu'on avait déjà surchargé la méthode string de cercle et pour avoir un affichage particulier. Maintenant, on va voir le résultat ici. Et vous voyez qu'en fait, pourquoi nous avons en fait cet alignement-là qui est très élégant? C'est tout simplement parce que quand nous avions défini la méthode string dans le cercle, nous avions mis un \t pour dire que avant d'afficher en fait la prochaine valeur, il faut faire une tabulation. Et c'est pourquoi nous avons en fait cet ordre-là. Ça, c'était le premier cercle. Et ça, c'est le rayon. Le rayon était 1, c'est exactement ça. Et là, vous pouvez tester est-ce que en fait la surface est correcte ou bien l'air, mais c'est évident parce que si le rayon égale un rayon au carré égale à toujours 1 fois pi, c'est pi. Et vous le voyez ici, mais puisqu'on s'est ajouté à 2 après la virgule, ça vous permet de dire qu'en fait que le résultat est correct. Et pour le périmètre aussi, c'est correct, c'est tout simplement pi fois 2, qui est 6 fois 28, si on s'arrête à 2 chiffres après la virgule. Donc cette première ligne-là nous permet de dire qu'en fait, plus ou moins que le calcul est bon. Et vous voyez que maintenant, on a, depuis 1 jusqu'à 5, tous les affichages. Maintenant, on va passer au test numéro 9. C'était de calculer en fait la distance ou bien les distances entre les cercles, pas entre les cercles, mais entre les centres des cercles. Voilà, très bien. Ça, c'est la distance entre le centre 1 et le centre 2, distance entre le centre 2 et le centre 3, ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, vous voyez qu'en fait, puisque nous avons 5 cercles, on aura tout simplement 4 distances. 1, 2, 2, 3, 3, 4 et 4, 5. Voilà, ici, on va expliquer un peu de façon beaucoup plus claire comment nous avons fait ce zip-là. Si vous avez bien prêté attention, nous voulons calculer la distance entre le centre 1 et le centre 2, et puis le centre 2 et le centre 3, et ensuite le centre 3 et 4, et puis à la fin le centre 4 et 5. Toujours, si on veut rester dans la logique et laisser Python faire les détails pour nous, comment on peut faire ceci? Voilà, regardons ce zip-là. Donc, pour le premier ici argument, c'est juste en fait les cercles, en fait la liste des cercles. Mais regardez en fait le deuxième argument. Nous avons utilisé la notion de slicing. Donc, c'est comme si on a ignoré en fait le premier cercle. Rappelez-vous, les indices commencent à partir de 0. Donc, si on fait 1, 2 points, on dit donc, prenez le deuxième cercle jusqu'à la fin. Donc, c'est comme si en fait sur la deuxième liste, on dit ceci. Prends le cercle 2, 3, 4 et 5.
Mais par contre, sur le premier cercle, ou bien la première liste des cercles, on prend tous les cercles. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc si vous regardez très bien maintenant, les deux listes-là n'ont pas la même longueur. Donc, si on fait un zip, on fera un zip entre le 1 et le 2 et le 3 et le 4 et le 5. Et c'est exactement ce que nous voulons. On veut la distance entre le 1 et le 2 et le 3 et jusqu'à 4 et 5. Maintenant, une fois que le zip arrive à 5, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez que ici, en fait, le dernier élément de la première liste, qui est, bon, ici, si on compte naturellement comme un être humain, c'est le numéro 5. Il n'a pas un élément correspondant. Donc, le zip va s'arrêter. Et c'est exactement ce que nous voulons faire. Donc, maintenant, je vais enlever cette cellule-là parce que c'était juste pour expliquer. Nous n'avons pas besoin de cette cellule-là. Donc là, je l'enlève. Et puis maintenant, on va maintenant afficher les distances. On va exécuter. Très bien. D1, 2, voilà cette valeur. D2, 3, voilà la valeur. D3, 4. Et puis, la dernière distance. Maintenant, passons au test numéro 10. Ici, on avait un point A de coordonnées 0, 0, un point B de coordonnées 0, 0. On avait défini une fonction equals, ou bien même surcharger la fonction equals. Et maintenant, une fois que la fonction ou bien la méthode equals est surchargée, on peut utiliser l'opérateur logique égal, bon, ici, entre deux points. Donc, on le voit ici, on a le point A qui est là, on a le point B qui est là, et nous avons surchargé la méthode equals, donc égal. Donc, on peut utiliser maintenant l'opérateur logique égal dans le sens de notre définition, et on peut même tester est-ce que maintenant deux points sont identiques. Bon, on va tester. Donc, est-ce que A égale à B? C'est évident parce que dans notre cas, nous avons défini l'égalité que deux points sont les mêmes si en fait XA égale X de B et que Y de A égale à Y de B. Et évidemment, 0 égale à 0 et 0 égale à 0. Donc, ça reste vrai. Maintenant, on va passer au test numéro 11. Ici, maintenant, on va tester est-ce que, par exemple, est-ce que le premier centre égale au dernier centre? Donc, dans ce cas de figure-là, il va falloir d'abord construire le centre 1. Donc, le centre 1, c'est un point. Il va falloir construire d'abord le point parce que c'est dans la classe point qu'on a surchargé le test d'égalité, n'est-ce pas? Donc, mais bon, le X, donc on prend le premier centre, donc circle 0, donc c'est le premier centre, c'est le premier cercle, et on prend son X et on prend son Y pour construire le premier point. Après, on prend le dernier point. Donc ici, on sait très bien que nous avons combien? Nous avons 5 centres. Donc on pouvait mettre tout simplement circles 4, donc de 0 à 4, c'est 5. Mais des fois, si on perd la notion de la longueur, on peut juste dire que, OK, donnez-moi le dernier. Et le dernier, c'est toujours -1 sur, en fait, une liste. Et c'est ce que j'ai utilisé ici. Parce que je ne veux pas surcharger, en fait, ma mémoire avec, oh, by the way, c'était quoi la longueur de la liste? Non, je sais que je veux le dernier élément, c'est -1. Je veux le premier élément, c'est 0. Donc voilà, j'ai pas besoin de connaître, en fait, la longueur de la liste. Et là, je donne X et je donne Y. Et puis, une fois que j'ai les valeurs X et Y, maintenant, je peux créer le premier point et puis le dernier point. Et après cela, bien sûr, ça c'est en fait le point 1 et ça c'est le point 5. Et ici, on va tester est-ce que le point 1 égale au point 5. Mais nous savons que ce résultat-là doit être faux parce que, bon, nous avions déjà dit que les centres étaient différents, n'est-ce pas? Mais bon, c'est juste pour tester. Évidemment, ce sera faux. Voilà. Maintenant, on va passer au test numéro 12. Donc, 12.1, la première partie. Ici, on voulait tester, est-ce que, bon, pour chaque cercle, est-ce que ce point particulier-là est sur le cercle? Voilà. Et bon, nous l'avons déjà démontré dans la vidéo précédente que forcément, ce point-là, quel que soit le centre du cercle, doit être sur le cercle. Et c'est ce que nous avons démontré ici. On va passer au test 12.2. Ici maintenant, c'était si le rayon est positif.
que le centre des cercles est toujours à l'intérieur du cercle. C'est évident, n'est-ce pas? Bon, je ne vais pas commenter cela, c'est juste la même chose que le code précédent. Donc ici, voilà, inside, inside, inside pour tout le monde. C'est toujours vrai. Et maintenant, on va tester le dernier cas qui nous dit qu'en fait, ça doit être à l'extérieur. Évidemment, si vous prenez en fait le centre des cercles, vous ajoutez le rayon, vous ajoutez 1 et vous gardez en fait Y des centres, normalement, ce point-là doit être en dehors des cercles, évidemment. Donc, on va tester cela aussi pour voir si notre implémentation est correcte. Et normalement, voilà, outside, 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 ce qui est vrai. Maintenant, voilà, et comme ça, nous avons fini les tests. Donc, nous avons non seulement défini la classe point, nous avons défini la classe qui hérite de point, qui est la classe cercle. Nous avons fait les tests pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur générée, mais on ne sait jamais, c'est de la programmation. Si quelqu'un a trouvé une erreur quelque part, ou bien une meilleure façon de faire, vos commentaires sont les bienvenus. Maintenant, si vous regardez très bien ici, comment nous avons résolu le problème, nous avons résolu le problème en utilisant en fait le phénomène d'héritage. Une autre solution serait possible. Hein. On pouvait éviter la notion d'héritage et puis résoudre le problème-ci avec la notion de composition. Et je ne vais pas tout refaire, je vais juste en fait vous montrer comment on pourrait résoudre le même problème en utilisant le concept de composition au lieu d'utiliser la notion d'héritage. Et c'est ce que je pense que je vais vous montrer ici. Par exemple, ici, on pouvait par exemple enlever la classe point que nous avions introduite ici pour dire en fait que la classe cercle hérite de point. Donc vous avez bien vu, j'ai dit on enlève point, donc il n'y aura pas d'héritage. Et dans ce cas de figure-là, comment nous pouvons définir notre classe cercle, mais ici je l'ai appelé cercle 2 pour montrer qu'il y a une autre possibilité de faire ce travail-là. Donc il va falloir changer notre constructeur, d'abord dans un premier temps. Si vous aviez bien remarqué que le constructeur de la classe cercle qui hérite de la classe point avait forcément self, mais il avait ici aussi deux paramètres x, y et radius, ou bien le rayon. Sans entrer dans les détails, on peut se dire que voilà, un cercle a un centre et un rayon. Voilà. Et maintenant, bon, puisqu'il n'y a pas d'héritage, il faut initialiser. On va faire self.center equal to center, self.radius equal to radius. Sans dire le centre de quoi il s'agit en réalité. Cette implémentation-là est possible. Et vous continuez votre logique. Dans cette implémentation-là, il va falloir considérer un centre comme un point. Donc, vous voyez dans ce cas de figure-là, il n'y a pas de notion d'héritage. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt c'est une notion de composition. Le cercle ne va pas hériter des propriétés et des méthodes de points, mais le cercle va utiliser le point pour définir sa classe. Maintenant, si vous voulez essayer cette façon de faire là aussi pour comprendre mieux la différence entre la notion d'héritage et la notion de composition, vous pouvez faire tout le travail que nous avons déjà fait et faire tous les tests que nous avons déjà fait, mais bien sûr, il va falloir réécrire certaines fonctions et certaines méthodes de votre implémentation. Et si vous voulez bien le faire, faites-le et puis vous pouvez même en fait partager avec nous votre solution dans les commentaires. Merci à tout le monde et à la prochaine. Bye.